L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ferrand a-t-il été élu grâce au Rassemblement national? Alexis Collère a-t-il fait interdire C8? Et Macron, caniche de Donald Trump? Avant de répondre à ces trois questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Paulo Gonçalves, Yann Penaud, Vincent Sanchi, Caroline Bondou, Philippe Bohen, Richard Tellman, Farisme et Patriote Gironda. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Alerte info direct, Conseil constitutionnel, la nomination de Richard Ferrand validée à une voix près par le Parlement. Et oui, ce fut une désignation sur un fil. La candidature de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel a été approuvée par le Parlement ce mercredi 19 février à une voix près. 39 parlementaires ont voté pour sa nomination et 58 contre, 116 votants, dont 97 suffrages exprimés. Si le seuil des 3/5 de vote négatif sur l'ensemble des suffrages exprimés avait été franchi, sa candidature aurait été retoquée. Ce sont les membres des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale qui étaient invités à s'exprimer par un vote à bulletin secret, juste après avoir auditionné le candidat proposé par le chef de l'État, conformément à la Constitution. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a eu que 39 suffrages pour Richard Ferrand et 58 contre. Alors normalement, on se dit, Ferrand a perdu. Eh bien non, parce qu'il faut 3/5 des votes contre pour éliminer Richard Ferrand. Une seule voix du Rassemblement national contre et Richard Ferrand n'aurait pas siégé au Conseil constitutionnel. Ce que l'on retient donc du vote, c'est l'abstention des députés du Rassemblement national et une phrase extrêmement malheureuse du député frontiste Brian Masson. Il nous a rassurés, dit-il, de Richard Ferrand. Non mais il faut se pincer pour y croire. Richard Ferrand a rassuré les députés du Rassemblement national après son audition. Mais cette séquence est catastrophique de Brian Masson. D'ailleurs, ses collègues au Parlement ont sorti les avirons depuis 24 heures pour rattraper sa bévue. Et la phrase est d'une naïveté confondante. Richard Ferrand est connu pour ses mensonges et ses magouilles. Je vous renvoie aux entretiens que j'ai tournés à son sujet. Et j'y reviens dans un instant avec Olivier Marleix. Donc, le Rassemblement national est rassuré par un fidèle de Macron. Mais au secours! Et puis, rassuré par quoi? Inéligibilité, le sort de Marine Le Pen est suspendu au Conseil constitutionnel. Là, c'est destructeur, et doublement. D'abord, pour l'opinion, le RN pactise avec Macron-Ferrand. Les députés du Rassemblement national apparaissent donc comme une opposition de carton-pâte et tous leurs adversaires politiques leur tombent dessus. Et puis le pire, vous imaginez que ce farceur de Richard Ferrand déclare que Marine Le Pen est inéligible? Il en est capable. Le déshonneur et la défaite, la claque serait magistrale. Franchement, faire confiance à un macroniste, il faut oser quand même. Richard Ferrand, rassurant. Eh bien, voyons voir. Le député Olivier Marleix à Richard Ferrand, s'agissant de sa formation juridique et de son cabinet de conseil Messidor. Malgré 800 000 € de chiffre d'affaires en 2023, vous n'avez pas déclaré la moindre activité à la HTVP. On va bien s'amuser, je sens. Allez, on va écouter Olivier Marleix. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Ferrand, le devoir d'ingratitude, comme l'appelait Georges Vedel, ne peut pas être qu'une bonne intention. Il doit être garanti par des qualités d'indépendance, de rigueur, d'intégrité manifestées auparavant, seul à même à faire échapper aux soupçons de connivence. Moi, j'ai 5 questions à vous poser pour nourrir ce que vous avez appelé votre introspection. Premièrement, est-il exact, comme l'écrivent M. Davet et l'Homme, que convoqué par la Cour de justice de la République, vous avez fait relire par la présidence de la République votre projet de témoignage, ce qui serait une drôle de conception de la séparation des pouvoirs. Ferez-vous de même avec les projets de décision du Conseil constitutionnel? 2. Vous comparez souvent votre nomination à celle de Jean-Louis Debré.
quand il est nommé en mars 2007, personne ne peut douter que M. Debré sera totalement indépendant à l'égard de Nicolas Sarkozy. Mais surtout, Jean-Louis Debré avait 10 ans de carrière de magistrat derrière lui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre formation juridique et ces fameuses 2 années de droit dont on entend parler ? 3. Pouvez-vous nous rassurer sur votre lecture de l'article 6 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats du chef de l'État et n'ouvre sans doute aucun doute sur ce point. 4. Vous dirigez depuis 2022 une société de conseil, Messidor, qui aurait notamment travaillé pour Accenture sur le projet de loi d'encadrement des cabinets de conseil. La loi de 2016 oblige les cabinets de conseil à déclarer leur activité à la HATVP dans les 3 mois qui suivent l'exercice comptable. Or, malgré 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2023, vous n'avez pas déclaré la moindre activité à la HATVP. Pouvez-vous nous expliquer au nom de quelle analyse vous estimez bon de ne pas appliquer la loi ? Et puis, dernière question, chaque année, des dizaines de jeunes sont privés de leur réussite à un concours, ENM, administration pénitentiaire, à cause d'une enquête de moralité qui fait ressortir non pas une condamnation, non pas une inscription au casier judiciaire, mais la simple trace d'une enquête. Des dizaines de jeunes chaque année, parfois très méritants. Trouvez-vous ce traitement équitable par rapport à celui que vous nous demandez de vous réserver ? Oui, Ferrand, c'est très rassurant. Et puis, il ne faudrait pas oublier cet autre scandale, le couple constitutionnel exemplaire. Richard Ferrand va rejoindre au Conseil constitutionnel Véronique Malbec, qui a classé sans suite l'affaire des mutuelles de Bretagne où il était mis en cause. À force d'écœurement, on n'a plus la force d'être écœuré. Macron a donc transformé notre pays en république bananière. Une mafia, un clan, phagocyte tous les postes clés. Macron est à l'Élysée, Bayrou à Matignon, Ferrand au Conseil constitutionnel, Martin à Jarry, il ne faudrait pas l'oublier, à l'Arcom, Moscovici à la Cour des comptes, Braun-Pivet à l'Assemblée nationale alors que le parti LaREM est minoritaire, et Van der Leyen est présidente de la Commission européenne. Notre pays ne ressemble plus vraiment à une démocratie, mais davantage à une voyoucratie. Imaginez que 60% des ministres successifs d'Emmanuel Macron ont eu affaire au fisc ou à la justice, comme nous le rappelle Philippe Pasco. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Pas un jour sans qu'une nouvelle affaire éclate, sans une garde à vue, une perquisition, un jugement. Le dernier en date, le domicile d'Aurore Berger perquisitionné la semaine dernière. La ministre est soupçonnée d'avoir menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste des crèches privées. Oui, c'est une litanie sans fin. Bayrou est enlisé dans l'affaire Betaram et Alexis Collère dans le scandale des finances publiques. Dérapage des finances publiques. Alexis Collère refuse d'être auditionné. La commission d'enquête donne son feu vert à d'éventuelles poursuites pénales. Le secrétaire général de l'Élysée n'a pas répondu à la convocation de la commission le 11 février, invoquant des problèmes d'agenda puis le principe de séparation des pouvoirs. Eh bien, les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel en tête, sont prêts à le poursuivre au pénal. Et en même temps, Alexis Collère doit répondre des accusations de complot contre C8. Une affaire gravissime. Reprenons les faits. Le Conseil d'État confirme l'exclusion des chaînes C8 et Énergie 12 de la TNT. Hanouna contre-attaque. Cyril Hanouna vient de lâcher une bombe en direct. Il vient d'annoncer qu'il a des informations de sources sûres que la disparition de la chaîne C8 aurait été décidée au plus haut sommet de l'État. Il pointe du doigt la Macronie qui n'aurait pas apprécié les émissions de TPMP sur le Covid et les critiques du PSHUT, les émissions spéciales sur les Gilets jaunes et ses émissions politiques avec des membres du Rassemblement national. Emmanuel Macron ne se serait pas occupé de l'affaire, mais le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, c'est lui qui aurait monté un dossier contre C8 en douce avec la collaboration du directeur de l'Arcom pour faire arrêter la chaîne, faire tomber Hanouna et contrôler l'audiovisuel. Cette affaire va être un scandale, tant elle est une grave atteinte à la démocratie. Quelques commentaires. Macron n'aurait pas été au courant de l'action d'Alexis Collère contre C8.
La bonne blague, c'est Macron qui a tout piloté depuis juillet 2023. Souvenons-nous, c'est lui qui avait mis en place ces fameux états généraux du journalisme. Emmanuel Macron a nommé personnellement Christophe Deloire de Reporters sans frontières à la tête des états généraux de l'information, dont un des buts est de protéger l'information face aux ingérences. Et on apprend que Reporters sans frontières, organisation non gouvernementale, est financée par George Soros. Notez le terme ingérence, vous commencez à le connaître, hein, c'est un terme de la novlangue orwellienne. C'est exactement l'inverse. Christophe Deloire, nommé par Emmanuel Macron au comité des États généraux de l'information. C'est un choix assez funeste, cela montre une volonté de reprise en main des chaînes privées qui n'ont pas l'air de plaire au pouvoir en place. Et puis il ne faut pas oublier que Christophe Deloire ne s'est jamais caché de sa mission. Son objectif, c'était de fermer CNews et C8, c'est Fox News à la française. Eh bien, c'est l'Arcom qui a repris le flambeau et qui a eu la peau d'Hanouna et de la chaîne de Bolloré. Et que veulent-ils mettre à la place de C8 ? Une chaîne touche pas à mon président. Le nom de cette chaîne, c'est Réel TV. Oui, cela ne s'invente pas. C'est financé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, ami d'Emmanuel Macron et du progressisme, qui possède de nombreux magazines et journaux, dont Franc-Tireur, le torche-cul de Raphaël Enthoven. Remplacer Hanouna par Enthoven, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Allez, un petit rafraîchissement. Raphaël Enthoven en 2022. On ne discute pas avec un antivax. L'antivax est un zombie. On l'empêche de nuire dans les limites de la loi. On le combat en étudiant son comportement, en disséquant ses réflexes, en se moquant de lui. Ou encore ce tweet. Bonne année à tous, sauf aux antivax qui sont vraiment soit des cons, soit des monstres. Ah, lorsqu'on a bien servi Emmanuel Macron en faisant le travail du milicien, on est manifestement récompensé. Mais comme dirait l'autre, il y a un petit détail qui me chiffonne. Concernant l'Arcom et la TNT, il est intéressant d'approfondir le cas de Réel TV, oui, qui sera la télé de Raphaël Enthoven. Elle est soutenue donc par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky via le groupe de presse CMI France, qui compte entre autres les titres de presse Elle, Télé 7 jours, Franc-Tireur, Ici Paris, Le Télégramme et l'Upsider. On peut voir que le groupe CMI France, qui appartient à 50% à Kretinsky, est tchèque et il n'a donc pas la nationalité française. Or, la loi nous indique que l'autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20% du capital social ou des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des personnes de nationalité étrangère. La décision de l'Arcom est donc tout simplement curieuse. Oh, on a bien compris, l'Arcom a sanctionné une télévision qui était proche de l'opposition afin de la remplacer par une chaîne de propagande d'État. Comme dirait Kim, j'observe la démocratie en France, c'est fascinant. Il y a un instant, je qualifiais la France de république bananière. Eh bien, il faut savoir que la compagne d'Enthoven dirige France Inter. Adèle Van Ries, directrice de France Inter, est la compagne de Raphaël Enthoven. Oui, et elle se vante de censurer des points de vue divergents sur son antenne. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour contrer le narratif de ces médias de grand chemin. Quoi, Kim ? Oui, je sais, la démocratie en France a quelque chose de fascinant. Et oui, Raphaël Enthoven va avoir sa chaîne de télévision, tandis que sa compagne dirige France Inter. Oui, c'est fascinant. Emmanuel Macron est-il devenu en une nuit le caniche de Donald Trump? Oui, un retournement de veste spectaculaire réalisé par le professionnel de l'Élysée. Macron soutient désormais le plan de paix de Donald Trump. Mieux, il désire rencontrer le président américain. Macron a lâché après avoir été contre la paix jusqu'à ce que l'Ukraine récupère tous ses territoires, 500 000 morts et 3 ans de guerre pour rien. Macron est donc désormais pour la paix. Il ne reste que le blabla pour camoufler sa terrible erreur stratégique. Hier, je vous montrais que tous ces macronistes, Macron en tête, voulaient absolument la guerre. Et aujourd'hui, Macron défend la paix.
Oui, Macron lâche Zelensky après les milliards gaspillés, plus de 50 milliards, après avoir vidé nos arsenaux, après le million de morts et de blessés. C'est un désastre, une humiliation. Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Et le voilà en train de s'empresser de remuer la queue comme un caniche auprès de Donald Trump. Mais que s'est-il passé? Reprenons les événements de ces derniers 48 heures. Van der Leyen fait voter le 16e paquet de sanctions contre la Russie. Oui, pendant que les USA et la Russie sont en train de monter un grand partenariat stratégique, d'imposer la paix, de révolutionner le monde, nos européistes sans cervelle décident, eux, un 16e paquet de sanctions, avec notamment des sanctions contre les consoles de jeux vidéo, sachant que les 15 premiers n'ont servi à rien, si ce n'est nous appauvrir nous-mêmes. C'est une évidence, nous avons fait exploser les prix du gaz et de l'électricité, et nos entreprises qui gagnaient de l'argent sur le territoire russe vont être grand remplacées par les entreprises américaines. Oui, les Européens, les dindons de la farce. Les USA et la Russie se cherchent des opportunités économiques. Les entreprises françaises qui étaient parties seront grand remplacées par des Américaines. Les Européens, conférés mon numéro d'hier, ont essayé d'organiser une résistance à Donald Trump. Mais à chaque fois, Trump a haussé le ton. Et dans les paroles du président américain, il y a de lourdes menaces pour l'exécutif européen. Oui, Trump accuse Zelensky de corruption et d'être illégitime. La réponse française fut littéralement grotesque via l'AFP. La cote de confiance du président ukrainien Volodymyr Zelensky s'élève à 57% après 3 ans d'invasion russe et non à 4% comme l'a affirmé son homologue américain Donald Trump selon un sondage publié mercredi en Ukraine. Donc si on en croit le média français, Zelensky est très populaire et Donald Trump a menti, sauf que Amélie Ismaili. J'ai écrit par sarcasme sondage réalisé avec le soutien de l'USAID avant même de vérifier, parce que je savais qu'en allant consulter la société qui fournit ce sondage, j'aurais 99% de chances d'avoir raison. Cela ne rate jamais. En effet, l'organisation qui a fait ce sondage est subventionné par l'USAID. Quant à l'AFP, entre 2017 et 2024, l'agence France Presse a touché près de 8 millions de dollars de l'US Agency for Global Media, l'USAID, l'agence fédérale américaine chargée de superviser les médias du soft power américain à l'échelle internationale, Voice of America, Radio Free Europe, etc. L'AFP n'a plus de crédibilité depuis bien longtemps et la société de sondage Frédéric Aiguille. Alors que Zelensky, qui n'a plus de mandat depuis 1 an, refuse d'organiser des élections en dépit de la pression de Washington, l'AFP nous balance un sondage qui tombe à point nommé pour le président comédien. Sans même prendre la peine d'en donner la source pour que chacun puisse juger sur pièce de sa crédibilité. Le sondage en question est produit par le KIF International Institute of Sociology. Il a été réalisé sur 1000 personnes par téléphone. Cette université est proche du pouvoir qui vient et en plus elle est financée par l'Union européenne. L'indépendance de cet institut de sondage est proche du zéro. Autre accusation de Donald Trump, Zelensky est corrompu. Il ne savait pas où était la moitié de l'argent qu'on leur a donné. Trump se lâche sur Zelensky. Le président américain affirme que Kiev aurait détourné ou perdu une partie des aides américaines. Son homologue ukrainien dénonce une manipulation du dirigeant par la propagande russe. Sauf que celui qui a révélé le scandale s'appelle Zelensky. Le fait est que c'est Zelensky lui-même qui a révélé l'info sur les 100 milliards de dollars disparus et cela avait fait la une des journaux. À Kiev, l'Ukraine a reçu moins de la moitié de l'aide américaine allouée en pleine guerre selon Zelensky. Et en Europe, c'est la même histoire. Souvenons-nous, on parle de 16 milliards collectés au niveau européen pour aider l'Ukraine. Ces milliards ont disparu sans qu'on sache où ils sont passés. Olivier Delamarche, analyste économique, a une petite idée là-dessus. Il nous la livre sans détour. Quant à l'accusation d'être un dictateur sans élection, Thierry Mariani nous rappelle quelques faits. Il est exact qu'il a repoussé l'élection présidentielle en Ukraine prévue l'année dernière. Il est exact que ses opposants ont dû fuir le pays ou ont été emprisonnés, que les médias sont contrôlés. Il est exact que ses services pratiquent des assassinats ciblés hors d'Ukraine. Mais il ne faut pas le dire.
Vous comprenez mieux le revirement d'Emmanuel Macron? Trump balance les dossiers. Corruption et dictature. Et ils sont factuels. Les accusations sont précises. C'est sauf qui peut en Europe. Enfin, un dernier dossier a pu peser dans la balance. Candace Owen. Pour justifier la relation malsaine entre un prof et un élève de 14 ans, les médias ont prétendu que Brigitte était une prof irrésistiblement sexy, une Claudia Schiffer que tous les adolescents désiraient. Candace Owen illustre son propos de cette photo. Et ce fut la même musique sur Manu, le Mozart de la finance, Jupiter, le génie aux deux cerveaux. Mesure-t-on la corruption de nos médias? Voilà, Macron a été pris entre deux feux, entre les dossiers de Candace Owen et les dossiers sur l'Ukraine. Il a fini par se coucher et, de facto, il a trahi tous ses petits copains européistes. Cela promet dans les prochains jours des règlements de compte savoureux. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec un comique, Richard Ferrand. Richard Ferrand, Conseil constitutionnel. Cette phrase lors de son audition est de loin la meilleure blague de ce mercredi. Richard Ferrand, j'ai toujours été un homme libre. Punchline de Gilles Evans. Le Royaume-Uni sera le premier pays fanatique à posséder l'arme nucléaire. Imaginez ce pauvre dilemme pour les Américains. Les USA vont restaurer des relations avec la Russie. On sanctionne les USA maintenant? Les LR sont un parti d'opposition. Enfin, presque. Yvelines, le conseil départemental LR veut implanter une dizaine de villages d'enfants pour 1400 mineurs étrangers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Que je n'oublie pas, à venir 2 salons de conversation avec plein de surprises. J'espère que vous avez apprécié ces entretiens. À bientôt, au revoir.